Bonjour, nous sommes le 9 octobre 2016 et je fais aujourd'hui ma troisième vidéo, ma chronique vidéo hebdomadaire que j'ai intitulée «Mélenchon raconte n'importe quoi sur l'euro». Alors, que les amis de Jean-Luc Mélenchon se rassurent, je ne vais pas accabler le seul Jean-Luc Mélenchon et je me réserve quelques prochaines vidéos pour euh, évoquer, épingler les deux autres challengers à l'élection présidentielle que sont M. Macron et Mme Le Pen. Challenger, évidemment, sans oublier les deux candidats qui sont présentés comme les principaux candidats, les frères siamois de la politique, le candidat du Parti socialiste et de ses satellites, et le candidat des Républicains et ses satellites, ou plus exactement les candidats, puisqu'il y a une primaire dans chacun de ces camps. Alors pourquoi ce titre qui peut paraître agressif, Mélenchon raconte n'importe quoi sur l'euro? Parce que un ami m'a envoyé une vidéo avec un petit mot outré. En effet, il était outré après avoir vu une interview de M. Mélenchon sur la chaîne C8, à l'émission Punchline, interrogé par Laurence Ferrari, le 25 septembre, il y a quelques jours. Et donc, il m'a dit il faut que tu regardes cette vidéo, c'est incroyable, je suis scandalisé. Mélenchon, quand il parle de l'euro, il y a vraiment un problème. Et en effet, j'ai regardé cette vidéo, je l'ai étudiée, j'ai écouté chacun des mots prononcés par Jean-Luc Mélenchon, et je trouve, moi aussi, que le contenu de ses propos concernant l'euro et l'Union européenne est absolument lamentable, inacceptable. Il montre à la fois son incompréhension du problème de l'euro, de la monnaie unique, de la politique monétaire, de la Banque centrale européenne et de l'Union européenne. Et il raconte en effet n'importe quoi. Mélenchon défend en réalité le système de Bruxelles. Il faut regarder les choses en face. Parce que on s'aperçoit en écoutant de telles vidéos qu'il est programmé finalement pour bloquer les citoyens qui évoluent dans leur prise de conscience du rôle néfaste de l'euro, de l'Union européenne, des politiques monétaires, et qui se dirigent vers une contestation radicale de l'euro, de l'Union européenne, au point de souhaiter en sortir unilatéralement. Le rôle de M. Mélenchon dans cette affaire est de bloquer ces personnes en les empêchant d'aller au bout de leur cheminement. Et M. Mélenchon joue le rôle de leurre, le rôle de diversion. Voter Jean-Luc Mélenchon revient à voter pour aller dans une impasse. Quelques extraits de cette vidéo avec mes commentaires. Jean-Luc Mélenchon, le principe de Punchline, c'est de s'intéresser aux évolutions dans leurs propositions des candidats. Il y a forcément des sujets sur lesquels vous avez changé d'avis, en 40 ans de politique. Alors on va parler de l'euro parce que c'est une question centrale. Vous l'avez défendu à un moment face à Marine Le Pen qui voulait la mort de l'euro, mais écoutez ce que vous disiez en 2011. Dans votre programme pour 2012, envisagez-vous revenir au franc comme le Front National? Non, pas du tout, parce que le Front National, c'est un scénario catastrophe et qui n'est pas intelligent tactiquement. Parce que nous avons à nous plaindre de l'euro, c'est une évidence. Pourquoi? Pas parce que c'est l'euro monnaie unique, c'est parce que c'est l'euro de la Banque Centrale Européenne comme il est aujourd'hui. C'est-à-dire un euro dit fort, c'est-à-dire qui étrangle la production. Donc la solution, c'est pas de supprimer l'euro, c'est de supprimer le garrot. Si on a bien compris ce que dit Mélenchon dans cet extrait, qui date de 2011, il nous explique que la sortie de l'euro serait un scénario catastrophe. En 2016, vous allez le voir tout à l'heure, je vais montrer un ou deux extraits supplémentaires,
il ne dit plus tout à fait les choses de la même manière, mais cela revient exactement au même. Alors non, monsieur Mélenchon, le scénario catastrophe, c'est aujourd'hui. Ça n'est pas pour demain, c'est aujourd'hui avec l'euro. Scénario catastrophe parce que entre 2011, où vous avez prononcé cette phrase, et aujourd'hui 2016, le rôle néfaste de l'euro s'est manifesté encore plus clairement. Augmentation du chômage, augmentation des inégalités, augmentation des difficultés de toutes sortes, accélération de la désindustrialisation. Et en 2011, Jean-Luc Mélenchon dit une deuxième chose qu'il faut essayer de comprendre. Il protège l'euro pour accabler la Banque centrale européenne. Il nous dit finalement l'euro, ça n'est pas le problème. Le problème, c'est la Banque centrale européenne. Mais c'est complètement absurde de dire des choses pareilles. Parce que la BCE, la Banque centrale européenne, et l'euro, c'est pareil. L'un ne va pas sans l'autre. L'euro, monnaie unique, implique une banque centrale européenne. Ça ne peut pas fonctionner autrement. Et une banque centrale européenne implique une monnaie unique. Sinon, à quoi servirait-elle? Pourquoi créer la confusion dans l'esprit des citoyens en développant des thèses aussi absurdes? Écoutez maintenant le gros mensonge de M. Mélenchon. Déjà, quand même, pour l'information de tout le monde, vous avez en face de vous quelqu'un qui a voté contre l'installation de l'euro, il ne faudrait pas l'oublier, et également contre la Banque centrale européenne telle qu'elle est prévue. Alors... Non, monsieur Mélenchon, vous mentez, parce que c'est au moment du traité de Maastricht en 1992 et du référendum qui s'est tenu en France, qui est passé de très peu, qui a ouvert la voie à la monnaie unique en 1992. Et à cette époque-là, vous avez appelé à voter oui. Et vous avez mis votre talent oratoire au service du oui. Il y a des vidéos qui circulent et qui montrent combien vous argumentez avec ferveur en faveur du oui au traité de Maastricht, c'est-à-dire oui à l'euro et oui à l'Union européenne. Alors ne dites pas que vous étiez contre dès le départ. Non, vous n'avez pas changé finalement de position. Vous êtes toujours dans la même perspective, sauf que vous avez adopté une posture différente. Une posture, c'est-à-dire une attitude pour essayer de capter les mécontents parce que vous sentez que la position de maintien ferme sur la défense de l'euro, comme ce que vous avez fait il y a encore peu de temps, est une position intenable. Donc vous louvoyez. Alors, Monsieur Mélenchon, écoutons ce qu'il dit dans un nouvel extrait. Mais vous voulez en sortir ou pas de l'euro? Et c'est reparti pour un tour. Donc la vie est noir et blanc. Il y a des questions qui méritent une réponse par oui ou par non. Allez-y, développez, on a le temps, on est là pour ça. Bon, donc commençons par le commencement et on va aller aussi rapidement que possible. L'euro tel qu'il est un garrot qui tue la production et oblige à des politiques d'austérité. Donc la question, c'est pas l'euro, c'est le statut de cet euro et de la Banque centrale européenne. Donc la première proposition à faire, nous sommes la France. Nous sommes un grand pays. On ne fait pas l'Europe sans nous. On ne fait pas l'euro sans nous. C'est d'abord de changer ça. Donc quand on a 28 partenaires, on va et on discute. Et on convainc. On convainc d'autant mieux que tout le monde sait que dans le cas où personne ne veut discuter, on s'en va. C'est pourquoi j'ai résumé ma phrase. Et on assure la dissolution de l'Union européenne. C'est ça. Non. Si ça ne marche pas, okay. Mais est-ce que je peux parler avec mes mots plutôt qu'avec les vôtres? Ou alors essayez de résumer et de clarifier. Non, mais pourquoi? Ce que je dis n'est pas clair. Ce n'est pas du bon français. Dites-moi, Madame Ferrari. Pourquoi? Non, c'est du très bon français. C'est du bon français, merci. Donc, je fais une proposition. Si elle est refusée, d'abord, la proposition, c'est l'Assemblée nationale qui aura à la fixer, le mandat. Ensuite, on va et on discute. Ou bien on accepte les changements que nous proposerons, nous les Français. Parce que nous avons des arguments, ce n'est pas d'idéologie. Ou bien on les refuse. Mais si on les refuse, c'est que les autres prendront la décision grave, sachant qu'ils ont refusé notre plan A, que nous allons appliquer notre plan B. Et notre plan B, c'est que dans cette hypothèse, nous préférons quitter
l'Union européenne que d'y rester dans ses clous. Bon, hormis le caractère un peu caractériel, bien connu du personnage, sur le fond, on observe un flou de sa réponse. Un flou qui n'est pas acceptable, qui est inadmissible pour un responsable politique. Parce que sur quoi, pourquoi les citoyens vont-ils, qui s'apprêtent à le faire, vont-ils voter Mélenchon? Quel sera le contenu? Que va faire Mélenchon? Avec des propos aussi flous, on ne sait pas du tout ce que va faire M. Mélenchon. Et il faut donc faire un petit décryptage. Le décryptage, c'est, encore une fois, il le dit sous une forme un peu différente, mais il reste constant par rapport à ce qu'il disait en 2011 et avant. Il dit que le problème, encore une fois, ça n'est pas l'euro, c'est le statut de la Banque centrale européenne, le statut de la Banque centrale européenne. Mais non, monsieur Mélenchon, le problème, c'est la Banque centrale européenne elle-même. Ça n'est pas simplement son statut, c'est son existence même. Parce que accepter une Banque centrale européenne, c'est accepter l'abandon de la souveraineté monétaire. C'est ça le sujet politique que M. Mélenchon ne veut pas aborder, qu'il veut camoufler. Oui ou non, M. Mélenchon veut-il que nous conservions notre souveraineté monétaire? Pourquoi faut-il conserver notre souveraineté monétaire? Parce que déjà, dans le cadre actuel de l'euro et de la Banque centrale européenne, on confie la politique monétaire à un système de règles inspiré de l'idéologie néolibérale, c'est-à-dire une idéologie qui est bâtie pour orienter, pomper les ressources produites par les citoyens, par le monde du travail, pour les canaliser vers les classes dominantes, vers les élites. Tel est le fond de la logique néolibérale. Et cette logique implique la renonciation à la souveraineté pour empêcher que toute politique alternative vienne entraver ce processus de canalisation des richesses des pauvres vers les riches, pour simplifier. Et donc, sans souveraineté monétaire, il faut bien comprendre qu'il ne peut pas y avoir de règlement de la question du chômage. On ne peut pas créer un nouveau type de plein emploi dans le cadre de l'euro, de la Banque centrale européenne et de l'Union européenne. Il ne peut pas y avoir de relance industrielle, de réindustrialisation de notre pays. Il ne peut pas y avoir de résolution de la dette publique. C'est tout cela dont il faut prendre conscience et que M. Mélenchon, finalement, empêche de comprendre par ses tergiversations. Alors, admettons pourtant que le problème soit les statuts de la Banque centrale européenne. Et je rappelle que les statuts de la Banque centrale européenne sont dans le traité de Lisbonne. Traité de Lisbonne qui est le résumé du traité constitutionnel européen, rejeté par une majorité de Français en 2005 par référendum. Et c'est vrai qu'à l'époque, nous avions intégré M. Mélenchon, qui était dans une minorité du Parti socialiste et qui a mené une belle campagne avec nous. J'étais président d'Attaque à l'époque. Nous avons gagné ce référendum et M. Mélenchon a joué son rôle tout à fait efficacement. Mais le traité de Lisbonne, c'est donc le résumé du traité constitutionnel européen rejeté par les Français. Pourquoi dire oui aujourd'hui alors que nous avions dit non à l'époque? Il faut rester cohérent. Et ce que dit M. Mélenchon, c'est que après les élections, il faudra discuter avec les partenaires européens. Admettons, encore une fois, pourquoi pas, mais essayons d'approfondir et essayons d'abord de savoir sur quoi on va discuter.
Quelles sont les propositions, les bases de négociation qu'un nouveau gouvernement, issu des élections, avec M. Mélenchon à sa tête, va proposer à nos partenaires. Mais M. Mélenchon, à aucun moment, si vous avez bien écouté sa vidéo, ne dit de quoi nous allons discuter. Mais ça rime à quoi? C'est une véritable simagrée, parce que la question centrale, si le statut de la Banque centrale européenne est vraiment le problème, comme le prétend M. Mélenchon, il faudra discuter de l'article 3 du traité de Lisbonne, qui concerne les compétences partagées, c'est l'expression utilisée dans le traité de Lisbonne, qui confie à l'Union européenne la compétence dans un certain nombre de domaines, il y en a 4, je passe, dont la politique monétaire. Est-ce que M. Mélenchon veut laisser cet article 3 en l'état? Est-ce qu'il veut le supprimer? Est-ce qu'il veut le modifier? Il faudrait que M. Mélenchon clarifie ses positions, puis pour que nous puissions comprendre exactement ce qu'il veut dire. Finalement, Jean-Luc Mélenchon cultive 2 illusions. La première illusion, c'est sur la nature de l'Union européenne. Il ne voit pas, ou il fait semblant de ne pas voir, ou il ne veut pas voir, je ne sais pas, que par construction, l'Union européenne est un système bâti pour éliminer la souveraineté des nations, c'est-à-dire la souveraineté des peuples, de manière à maintenir des politiques favorables aux classes dominantes. Telle est la nature profonde du système de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas modifier de l'intérieur ce système qui a été verrouillé. C'est la raison pour laquelle il faut sortir unilatéralement de ce système et il faut en convaincre les citoyens. Il faut convaincre les citoyens de la nécessité d'en passer par là. M. Mélenchon, par ses tergiversations, empêche la prise de conscience de cette nécessité. Et puis, la deuxième illusion de M. Mélenchon, c'est que dans les discussions qu'il appelle de ses voeux avec les partenaires européens pour changer la Banque centrale européenne, ses statuts, il ne comprend pas, ou il fait semblant de ne pas comprendre, que pour changer le traité de Lisbonne, il faut l'unanimité de tous les pays européens. Et l'unanimité, pas sur une question de détail, puisqu'il s'agit de la politique monétaire. L'unanimité sur une question centrale, sur une question pour laquelle les gouvernements allemands sont particulièrement pointilleux. Comment espérer que nous allons faire bouger le gouvernement allemand et un certain nombre d'autres gouvernements qui sont d'inspiration néolibérale, qui partagent l'idéologie du traité de Lisbonne? Et il n'y a pas de perspective dans les années qui viennent de grandes transformations sur ce plan-là. Par conséquent, on connaît à l'avance le résultat de ces discussions. C'est comme M. Tsipras. C'est pour ça que j'appelle, hélas, M. Mélenchon, le Tsipras français. Parce qu'on ne peut pas discuter. Il n'y a rien à discuter, hélas. Il faut donc cesser de créer des illusions, de cesser de perdre du temps pour aller directement au but. Il faut sortir. La sortie, ça n'est pas l'apocalypse. C'est la condition pour bâtir une nouvelle Europe, une Europe des nations. Alors, écoutons le dernier extrait de cette fameuse vidéo de Jean-Luc Mélenchon. Et on pose la question aux Français à un moment, avec un référendum après l'élection. Ah ben oui. D'abord, on fait tout ce que je viens de dire. Alors je recommande pour que tout le monde comprenne bien le scénario. 1, l'Assemblée a voté un mandat. 2, on négocie. 3, on amène le résultat. Et les Français disent, oui, ce résultat nous convient. Non, ce résultat ne nous convient pas. Donc je n'ai pas seulement un plan A. Je ne suis pas seulement comme Mme Le Pen qui dit, on s'en va. Pourquoi on s'en va? Alors ça veut dire quoi? Que l'Allemagne fait l'Europe toute seule? Qu'est-ce que c'est que cette attitude?
Elle dit alors on quitte l'euro. Ah bon, ça va comme ça. Et on dit on quitte l'euro du jour au lendemain, et la dette on s'en fiche. Ce n'est pas raisonnable. Si on a bien écouté ce que dit M. Mélenchon, il propose un référendum après les élections pour sortir de l'Union européenne et donc de l'euro. Mais j'attire votre attention, c'est exactement ce que dit Madame Le Pen. Je ne fais pas l'injure à Jean-Luc Mélenchon de courir derrière Madame Le Pen, mais la ressemblance est frappante. J'ai déjà dénoncé la supercherie de ce référendum de Madame Le Pen. Je veux également dénoncer la supercherie du référendum de M. Mélenchon. C'est un leurre, c'est une diversion, parce que le référendum, c'est l'élection elle-même. Pourquoi faire un référendum alors que l'élection s'est tenue et que dans les programmes des candidats, si la question de la sortie de l'euro et de l'Union européenne est présentée clairement, les citoyens auront donné un mandat clair à la future majorité, au futur gouvernement. Il n'y a donc pas besoin de faire un référendum. Le référendum, c'est l'élection. Et il n'y a donc pas besoin non plus, comme le veut M. Mélenchon, que l'Assemblée nationale donne un mandat au gouvernement. L'Assemblée nationale, elle a elle-même un mandat du peuple qui résulte de l'élection. Il n'y a pas besoin de donner un deuxième mandat. Tout ça, ce sont des complications inutiles pour embrouiller les esprits, pour ralentir le processus. Il faut, au contraire, sortir de l'Union européenne et de l'euro de manière claire, directe, rapide, unilatérale, après l'élection, si dans les programmes, les choses sont dites clairement. C'est parce que M. Mélenchon ne veut pas dire les choses clairement dans son programme qu'il tourne autour du pot. D'ailleurs, il y a une expression qui est quand même tout à fait étonnante. Il dit qu'il faut sortir des traités européens. Mais cette expression ne veut rien dire. Si il voulait vraiment sortir de l'Union européenne et de l'euro, M. Mélenchon dirait la France, si je suis élu, et que j'ai une majorité d'accord avec ce point de vue, la France va sortir de l'Union européenne et de l'euro unilatéralement. Point. Il n'y a pas besoin de faire des phrases aussi abstraites, compliquées que celles-là qui ne veulent rien dire. Il faut donc dire les choses, il ne faut pas tergiverser. Je termine en rappelant pourquoi il faut absolument sortir de l'euro et de l'Union européenne, et de manière unilatérale, c'est-à-dire quand le peuple français sera prêt et quand un autre peuple sera prêt. Il n'y a pas de possibilité de sortie groupée de l'Union européenne ou de l'euro. Il faut que les choses se fassent au rythme des élections dans les différents pays, au rythme de la prise de conscience des citoyens dans les différents États. Pourquoi sortir de l'euro et de l'Union européenne? Première raison, pour résoudre la question du chômage. On ne peut pas résoudre la question du chômage dans le cadre de l'euro et de l'Union européenne, parce que la monnaie unique empêche l'équilibre du taux de change. Nous avons un taux de change qui est structurellement négatif pour nous et qui empêche les ajustements, c'est-à-dire faire en sorte que les marchandises, les produits que nous exportons soient exportés à des prix convenables et que les prix des marchandises que nous importons ne soient pas trop bon marché, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas puisque nous exportons à des prix très élevés et nous importons à des prix moins élevés. Ça provoque le chômage. Il faut donc sortir de l'euro de l'Union européenne pour cette première raison, pour ajuster notre taux de change, ce qu'une monnaie unique interdit. La deuxième raison, c'est pour réindustrialiser. L'euro a accéléré la désindustrialisation parce que les entreprises françaises qui ont du mal à exporter, parce que l'euro est trop cher, les prix sont trop chers,
et que, au contraire, le prix des importations est plus bas, eh ben, elles sont en concurrence non seulement à l'étranger, mais sur le territoire national. Donc, ça les encourage à délocaliser. Troisièmement, pour les salaires, parce que dès lors qu'il y a cette pression permanente pour la compétitivité, c'est-à-dire maintenir des prix convenables vis-à-vis du marché international, ça oblige, ça pousse les entreprises à exercer une pression permanente sur les salaires. Il faut donc, si l'on veut améliorer les salaires, il faut sortir de l'euro. Et puis, quatrièmement, il faut sortir de l'euro si l'on veut annuler et restructurer la dette publique, parce qu'on ne peut pas rester avec ce niveau d'endettement public. On ne peut pas rester à payer tous les ans 50 milliards d'euros environ au titre de la charge de la dette. C'est le deuxième budget de l'État. Il faut mettre un terme à ce gaspillage. 50 milliards d'euros par an, c'est un impôt prélevé par les marchés financiers sur les citoyens, que nous payons tous les ans 50 milliards d'euros. Alors il faudrait que les gens de droite qui dénoncent l'impôt, parfois ils ont raison, n'oublient pas cet impôt des marchés financiers. Évidemment, ils l'oublient, parce que le système précisément a été conçu pour fournir une rente aux marchés financiers grâce à l'euro, grâce à la Banque centrale européenne, qui interdit aux États d'emprunter à leur banque centrale. Et puis, sixièmement, l'euro, la Banque centrale européenne, l'Union européenne contribuent puissamment à la dégradation de l'environnement, parce que fonder la politique économique sur la concurrence, sur le libre-échange, accélère les émissions de carbone, accélère tout ce qui dégrade la planète. Et donc on ne peut pas être un écologiste conséquent, comme prétend l'être M. Mélenchon, et être favorable à l'Union européenne et à l'euro, et à ne pas dire clairement qu'il faut en sortir. Voilà les choses que je voulais dire. Voter M. Mélenchon, c'est voter pour une impasse. Et au total, M. Mélenchon, encore une fois, je le répète, est un insoumis d'opérette.